Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Désolé pour le retard de la sortie de cette vidéo qui normalement sort, on va dire, presque le lendemain du match. Problème d'internet les gars. Bon, fallait revenir et analyser à froid un petit peu plus le match historique. Real Madrid-Chelsea, victoire de Chelsea mais qualification du Real, 3-2 pour Chelsea. Et un match où un Real Madrid qu'on attendait... je veux dire, un peu plus tranquille, qui allait gérer le match un peu comme le match allait, mais Chelsea ne s'est pas dégonflé, Chelsea est venu avec des intentions, et c'est plus qu'honorable de gagner un match comme ça, même si, il y a beaucoup de choses à redire, même si, il y a des personnes à remettre à leur place, mais tout se passera dans cette vidéo calmement. Alors déjà, je vais sélectionner la question qui va me permettre de servir d'intro. La question, c'était... L'équipe TV vient de dire que d'après le règlement, le but est validé. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est une honte, et je vais vous le prouver. J'aime bien cette émission, j'aime beaucoup l'émission elle-même, mais avec de la nuance, quand ça traite du Real Madrid, il y a quelque chose. Je suis désolé, il y a un petit truc. Même eux, ils en rigolent entre eux de ce truc qu'il y a. On dirait qu'il y a une direction. On dirait qu'il y a quelque chose, il y a une directive qui dit bon, le Real, ils ont la haine. Je comprends pas. Bref, écoutez ce qui est dit à l'antenne devant des je sais pas combien de personnes. Normal. La modification, donc une main accidentelle qui conduit un joueur ou un coéquipier à marquer un but ou à avoir une occasion de marquer un but ne sera plus considérée comme une infraction, c'est-à-dire que le but aurait dû être accordé. Donc, je vous lis, ça vient de IFAB, là, je sais pas, c'est le règlement, je vous lis, ce qu'il a lu. Une main accidentelle qui conduit un coéquipier à marquer un but ou à avoir une occasion de marquer un but ne sera plus considérée comme une infraction. J'utilise même les mêmes intonations. Il a oublié la suite. Il a terminé sa phrase avec ce qu'il a lu là, en disant le but aurait dû être accordé. Mais la suite c'est « à moins que le but soit marqué, ouverture des guillemets, directement de la main, ce qui n'est pas le cas, ou immédiatement après que le ballon ait touché la main. Action offensive, tu touches la balle de la main, le ballon allait vers là-bas, tu l'as touché vers là-bas. Oui, c'est vrai que quand tu regardes le match à vitesse réelle, tu te dis non, mais le règlement a été appliqué. Donc, à la télé, on dit publiquement que ce but aurait dû être accordé. Il n'y a que Jérôme Rotten, quand Emmanuel Petit était agité dans les commentateurs en disant « Oh, je vous laisse témoin, je vous laisse juge de... » en mode « Regardez la triche, machin, mais c'est quoi ce truc de fou ?» Et t'as Roten qui est venu, qui lui a envoyé un message ou je sais pas quoi pour lui dire « Non, c'est pas la règle, annule le but. » L'équipe TV est censée savoir d'où vient ce truc-là. Donc le journaliste, Ménard, il lit le début et il lit pas la suite de la règle qui vient dire que ce but n'est pas validable. Le règlement nous le dit. Mais par contre, sur le corner qui mène au but de Rudiger, il n'y avait pas corner pour Chelsea. Et bizarrement, quand ça en parlait, t'avais Roustan, que j'apprécie beaucoup. Quand tu lui parles de ça, bon arrête-toi, machin, corner. Et quand tu lui parles de l'autre règle, il en parle une heure. Oui, mais oh, les arbitres au Real, oh. Moi, je comprends pas. Franchement, j'ai plus de force avec tout ça. Bref, donc le but est annulé et aurait dû être annulé. Le truc a été fait correctement dans les règles. Sauf que le corner devait lui aussi ne pas être donné pour Chelsea, surtout que derrière il mène à un but. Donc une erreur d'arbitrage qui mène à un but de Chelsea. Et c'est pas l'inverse, parce que les gens veulent te faire croire l'inverse. Donc je préfère mettre les choses vite en place. Vous avez les choses devant vos yeux, c'est pariless, parce que les gens des fois ils disent « Oh, t'es... » Donc voilà, vous avez les choses devant vos yeux, même si c'est devenu une facilité utilisée même par les coachs quand ils ont un petit peu la haine à la fin des matchs. Ils savent que c'est l'argument qui passe le plus facilement. On a la haine, bon bah l'arbitrage, c'est le Real, voilà, bon. Une attitude de faible. Quand il y a... Parce que je suis le premier à vous le dire que des fois, l'arbitre favorise les grosses équipes, a plus de difficultés à aller contre, faire un choix qui sera plus polémique envers la grosse équipe habituée à gagner qu'à l'autre. On le sait, mais après, il faut arrêter d'inventer. Bon, maintenant, on va aller dans le questionnement de tout ça. Est-ce que le match d'hier nous a montré la limite de certains joueurs, selon toi, comme Nacho ou Kroos? Alors, concernant Nacho, c'est un soldat que tu places un peu partout, c'est pas le titulaire, c'est un remplaçant. Et il a remplacé Militao, tout simplement. Donc on sait très bien que ce n'est pas un remplaçant. On sait très bien plutôt que ce n'est pas un titulaire et que le gars est là pour combler ce qui manque. Et il se bat, et il nous l'a prouvé à plusieurs reprises qu'il savait quand même voilà, ne pas totalement déséquilibrer le truc. En face, c'est Chelsea, les gars.
Chelsea, c'est une équipe qui est hyper chaude. Elle fait du sale, en PL, on voit ce qu'elle a pu faire. Alors, c'est vrai qu'elle a eu une petite baisse de régime avec les histoires Abramovich, machin, mais malgré tout, le match qu'ils ont fait, c'est un match qui peut déstabiliser énormément de défense. Donc, je remets pas 1 million de fois la faute sur Nacho. Par contre, Toni Kroos, c'est pas qu'il a atteint ses limites, c'est que Toni Kroos, même avant, il avait certaines limites. On le savait que niveau athlétique, c'est pas ses points forts. Lui, c'est balle au pied, c'est quand l'équipe a le ballon qu'il est le plus fort. Quand l'équipe est dominée, je préfère avoir un Camavinga. Bien sûr que lui, ensuite, quand autour de lui, ça bouge bien, et il va redresser le jeu, pied droit, pied gauche, il va distiller le ballon correctement, et pour ça, il l'aura encore 2-3 ans, facile, cette capacité. Mais c'est sûr qu'à côté, si t'es totalement bougé et que ça devient chaud, c'est pas sur Kroos qu'il va falloir compter. Ça, on le sait très très bien. Donc, Kroos, ça dépend des matchs, en fait. C'est pour ça que pour moi, il y a des matchs où il peut ne pas jouer. Et des matchs où il peut faire totalement du bien. Mais quand Kroos fait totalement du bien, ça se ressent pas trop, parce qu'en fait, ça a l'air facile, ce qu'il fait. Donc, Kroos, ça dépend. Il y a des moments où moi-même, je dis non, faut qu'il sorte. Là, c'est le moment de mettre un Valverde, ou le moment de mettre Camavinga, par exemple. Ne penses-tu pas qu'avec Militao, il y aurait eu moins d'erreurs défensives ? Et penses-tu que ça donne à Mbappé encore plus l'envie d'être au Real ? J'espère, pour Mbappé. Et concernant Militao, moi je trouve qu'il a manqué surtout dans le jeu aérien. Le jeu aérien, c'était dur. Hein. Surtout quand t'avais Marcelo, Carvajal, Vasquez et Alaba. Le jeu aérien, mais c'était un calvaire. Un calvaire, tu pouvais pas défendre. Et Chelsea, ils l'ont bien exploité. Même s'ils ont pas marqué à ce moment-là. Enfin, ils ont marqué sur le corner, mais moi je parle pas de ça. Bref, bonjour Iles. J'espère que tu vas bien et que tu t'es remis de la qualification. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Que penses-tu de la gestion tactique d'Ancelotti, surtout sur le match retour contre Chelsea ? Je pense qu'à un moment donné, il avait plus trop le choix. Hein. Il a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps. Après, t'avais plus de défenseur central. Étant donné que le Real jouait en bloc bas, c'est-à-dire que là, il y avait plus de postes hyper précis. Quand il a mis Carvajal en centrale, Vasquez à droite, c'est-à-dire que là, il a mis un bloc bas et tout le monde défendait ensemble. Fallait tenir le score sur les dernières minutes. Et voilà, tout le monde était ensemble. Si c'était Modric qui se retrouve à la place de Carvajal, c'est Modric. Si c'était le bazar. Surtout que il s'est permis un coaching, j'ai envie de dire, de dernier recours, de survie. Voilà, Marcelo, Rodrigo, tu fais sortir Casemiro, l'équilibre n'existait plus. C'était un bloc contre une équipe qui allait pousser, et le mental et le maillot qui a porté les joueurs. Donc Ancelotti, écoutez, je vais pas dire il est incriticable, parce que moi-même je lui saute dessus quand il y a des choses qui m'énervent, comme le turnover qui ne se faisait pas. Mais là, quand même, je trouve que il existe un peu plus le turnover. Après, le mec prend la Supercoupe, et premier de Liga, est en demi de Ligue des Champions. Ils ont gagné presque tous leurs gros matchs, si ce n'est le match aller contre Paris et la défaite contre le Barça, qui à mes yeux, oui, est une défaite totalement méritée pour le Barça, qui avait une période à ce moment-là extraordinaire, un football vraiment beau, et je l'ai mis en avant et je l'ai vanté, mais quand même on sent, je veux dire, ce Real on le juge aussi, on sait que sans Benzema ce Real n'est pas le Real, et c'est pas la faute du Barça, c'est pas la faute de qui que ce soit, me sautez pas dessus, je vous vois venir, mais c'est pour dire que un faux pas quand t'as pas ton équipe, tu t'en veux moins quand tu sais que quand tu l'as, tu fais la diff. C'est ça que je veux dire. Après, ils ont fait n'importe quoi. Tactiquement, ce match-là, il a été hyper mal géré. Et Barcelone a écrasé le Real sur ce match-là. Ça arrive. Ça n'a pas été un match dramatique. C'est un match qui est triste, parce que c'est un classico, mais il n'est pas dramatique. T'es toujours premier, t'es qualifié en demi, et avec Benzema, on voit ce que ça donne. Et c'est sûr que le problème, il est que sans Benzema, ce Real, si en demi, t'as plus Benzema... c'est dur. Donc Ancelotti, pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut, mais les résultats sont plus que là. Après, il y a des choses à changer, mais il y a aussi du mercato à faire et tout. Penses-tu qu'avec ce match, le Real Madrid peut remporter la C1, parce qu'à chaque fois qu'ils ont éliminé le champion en titre, ils ont remporté la C1 ? Moi, j'ai du mal avec les statistiques en mode à chaque fois qu'il y a eu... Pourquoi en battant Chelsea, ça voudrait dire que tu sois champion, en fait. À part si t'es quelqu'un de superstitieux ou... non, t'affrontes une autre équipe, là, et t'affrontes City. Pour moi, t'affrontes l'équipe la plus forte, en fait. Donc, soit tu la pièges, soit ça va être très dur. Maintenant, qui de mieux que le Real pour tenter quelque chose ? Ça va être dur. Alors, j'y croyais pas contre Paris, j'y croyais pas contre Chelsea.
J'y crois moyen contre City, mais c'est du bonus. J'ai envie de dire c'est du bonus. Je m'attendais pas du tout. Je parle pour moi, hein, peut-être pas pour vous, mais pour moi, à moins d'être ridiculisé, et encore, bon, je me dirais que s'ils ont ridiculisé, ils ont mérité, mais je me dis, bon, à un moment donné, t'es en demi, voilà, attends, je n'y croyais pas. Donc, oui, ils peuvent aller au bout. Pour moi, le Real, City, Liverpool et peut-être Villarreal peut faire une surprise, on ne sait jamais. Pour moi, chacun peut aller au bout. Chacun peut aller au bout. Après, il y a des probabilités. Pour moi, Liverpool et City sont un peu plus favoris, mais le Real sont bizarres aussi. Hein. Contre Paris, on se dit c'est mort. Même dans le jeu, on s'est dit c'est mort. Bah, ils sont passés. Contre le PSG, bah, on disait c'est mort. Ils sont passés. Contre Chelsea, alors l'aller, je trouve qu'ils l'ont bien géré. Ils ont montré un bon visage. Le retour, ils se sont effondrés comme le retour contre la Juve. Mais ils sont passés. Et donc ils passent. Ils sont en demi et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard aussi sur le terrain, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Vous avez compris? Ça t'énerve pas qu'à chaque fin de match du Real Madrid, on nous parle de l'arbitre, comme si l'équipe avait zéro mérite? Ça m'énerve quand c'est polémique. C'est-à-dire que moi-même, j'estimerais que, vas-y... l'arbitre ou la décision peut créer de la polémique. Et là, ça m'énerve parce qu'en fait, on oublie tout le mérite qu'il peut y avoir. Mais quand, à mes yeux, j'estime que pour moi, il n'y a pas de polémique dans un match comme ça, quand même, tu te manges un but sur un corner qui n'était pas à toi, ça, les gens s'en foutent. Contre Paris, on va te dire, si l'arbitre siffle la faute de Donnarumma, mais qu'à côté, on ne dit pas que le deuxième jaune doit être pris par Paredes quand il met une semelle à Benzema. Tu vois, on va toujours dans un seul sens. Donc, à un moment donné, ceux qui s'arrêtent dans la facilité de dire c'est toujours le Real, c'est toujours ceci ou cela, j'estime qu'il y a un petit complexe. Et donc, au final, ça veut montrer un peu ta supériorité de ce que tu représentes. Maintenant, parfois, ça peut arriver, hein, bien sûr, que les décisions peuvent frustrer. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça ne concernera jamais que le Real. Ça, faut arrêter le cinéma. Donc, sur ce match-là, pas du tout. Parce que sur ce match-là, j'estime qu'au contraire, tu t'es fait voler un but. Et tu n'en as pas volé parce que le règlement, je vous l'ai montré au début. Mais ça, jamais on osera le dire. Parce que, vous savez, c'est comme la propagande. On te dit, et ça y est, dans ta tête, c'est Real. Ah oui, bon, bah, tu sais même pas de quoi ça parle, mais tu penses que. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Au point même où l'équipe TV a fait le même jeu, quoi. C'est honteux. Il y a un corner volé, derrière il y a but, et le règlement est bien respecté, et ben à la télé, on te donne l'inverse de la réalité. On te dit, oh bah truc, la main, machin, donc on te fait croire truc, et le corner, on le met de côté. Va comprendre. Pour toi, est-ce que cette qualification et cette demi-finale acte le ballon d'or de Benzema? Pour moi, Benzema, là, actuellement, il est sur du 80% d'être le ballon d'or, même s'il ne va pas en finale. Après... c'est triste ce que je vais dire. Pour moi, il y avait le concurrent qui était Lewandowski. Et en termes de mérite, si Mané va au bout, pour moi, Mané aussi aurait pu être ballon d'or. Malheureusement, vous savez très bien, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il est africain ou pas, mais il y a des types de joueurs où les votes n'iront pas en majorité. Vous pensez vraiment qu'ils vont donner un ballon d'or à Sadio Mané? Ça me rappelle Varane, en fait. Il avait tout gagné. Coupe du Monde, machin, truc et tout. Ils l'ont pas donné à Varane. Et Mané, il peut prendre la PL, il peut prendre la Ligue des Champions, que pour moi, il lui donnerait pas. Et qu'il en mériterait. Il pourrait le mériter s'il gagne tout ça. Mais Benzema a des stats vraiment pour lui, représente un football cette année qui a un niveau incroyable. Donc si en plus, maintenant, il arrive enfin à choper son ballon d'or, pour moi, les votes iraient pour lui. Je pense que les votes iraient pour lui. Mais honnêtement, après, t'as Salah aussi, mais le mec perd en finale de la CAN contre Mané. Il perd à la qualification du mondial contre Mané. Pour moi, ce serait fou quand même de... Mais après, vous dire, il compte même pas les trucs en Afrique, là, les compétitions en Afrique. Vous avez déjà vu un mec ballon d'or ou un truc comme ça sur une compétition en Afrique? Qu'est-ce que vous voulez? Donc oui, pour moi, Benzema est en train d'acter son ballon d'or et... honnêtement, s'il l'a, ce serait un ballon d'or très beau et très symbolique. Pour toi, le duel Iniesta vs Modric, qui est au-dessus? Pour moi, ils sont à égalité à cause du palmarès de l'équipe d'Espagne d'Iniesta. Mais vs Xavi, Modric l'a surpassé il y a longtemps. Franchement, encore, il y a quelques années, là, j'aurais dit Iniesta. Je vais pas dire Modric, mais pour moi, ils sont à la même table maintenant. Parce que ce que Modric est en train de faire jusqu'à 36 ans, c'est un truc de fou. Et c'est des profils malgré tout différents. Je trouve que Iniesta, c'est des profils basés sur une équipe de conservation. Un Iniesta au milieu
un Iniesta dans une équipe totalement dominée, bougée et tout, n'aura pas le profil bénéfique d'un Modric. Modric, j'estime qu'il peut malgré tout aussi vivre dans une équipe qui... Je trouve Modric plus complet. C'est-à-dire que Modric frappe de loin, il est meilleur, physiquement je le trouve meilleur, mais Iniesta, il a une technique à son niveau, tu lui prenais pas la balle. Et dans un jeu de conservation et tout, il était irréprochable. Dans une équipe comme le Barça de l'époque, son poste est irremplaçable. Donc c'est un joueur qui aura marqué son époque franchement, il était... je ne le voyais jamais se faire prendre la balle. Et quand je l'ai commencé à le voir se faire prendre la balle, ce joueur-là, surtout qu'il jouait les duels, des doubles contacts, dans des trucs fermés et tout, les fois où il a commencé à se faire prendre la balle, là j'ai dit tiens, ça y est, là il commence à vieillir. Et c'est les périodes où 1 an après, il est parti. Sinon avant ça, à son niveau, il se faisait prendre aucun ballon. Quand il se faisait prendre un ballon, pour moi, c'était faute. C'était choquant à quel point Iniesta, il avait une maîtrise du ballon au sol, avec une équipe qui, derrière, était collectivement supérieure aux autres. Il était dans son élément parfait. Mais Modric, c'est un gars, pour moi, même dans une équipe casse-pipe, il est là, boum, il est puissant, il est capable de t'accélérer, un peu plus tout seul. Pour moi, il est plus fort en étant seul, moins dans un collectif. Et peut-être qu'Iniesta serait meilleur dans un collectif mieux entouré. Mais pour moi, ils sont à la même table aujourd'hui. Franchement, Modric, en plus, ballon d'or, en étant en Croatie, en étant un Croate, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Je trouve il dégage vraiment aussi un leadership et tout, c'est un monstre. Donc pour moi, ça se vaut. Salut Riles, voilà ma question. Que penses-tu du but de Marco Alonso? Bon, ça, j'ai répondu. Comment peux-tu expliquer la remontada de Chelsea face à un Real normalement supérieur en confiance? Vous savez, c'est très très difficile d'entamer un match retour quand t'as gagné le match aller, parce qu'on l'a déjà vu avec plein d'équipes, tu sais pas comment prendre le match. Est-ce qu'on recule? Et si on recule mais qu'on encaisse vite, notre stratégie de reculer n'est plus du tout bénéfique et on se retrouve bébête face à notre stratégie. Est-ce qu'on attaque mais on s'assure, en fait c'est eux ou nous, mais donc il y a aussi le pourcentage de chances que ce soit eux et ça peut les relancer. Donc c'est très difficile, la confiance oui et non. Parce que Chelsea n'a plus rien à perdre, ils vont attaquer. Mais le Real, face à cette confrontation physique, ils se disent, bon, on va reculer. Et ils se disent qu'ils feront peut-être comme le match aller, mieux sortir les ballons, jouer en contre et tout, mais ça s'est pas passé comme prévu. Donc pour moi, ils ont tenté de faire comme au match aller, sauf que ça s'est vite, la pression allait vite monter contre eux, parce qu'au début, tant qu'ils encaissaient pas, ça pouvait aller. Mais ça y est, dès que t'as encaissé, tu sais que là, tu t'attaques à 11 mecs qui mentalement veulent t'écraser. Et toi, dans le lot, vous êtes 11, mentalement, c'est... un peu plus de doute. Et après, à 2-0, truc. Ouh là là, je sais même pas comment ils ont réussi à trouver des ressources pour s'en sortir. Je pense vraiment que le but annulé par l'arbitre, la main de Alonso, elle a redonné un petit coup de boost à l'équipe en mode ouh là là les gars, vous avez vu à quoi vous passez là? Et ensuite, bon, je dis ça, mais il y a eu quand même le but de Werner. Après, tout passé, Le premier but de Chelsea, c'est sur un contre du genou qui a amené, mais ça, c'est tu pousses, t'auras les contres pour toi. Donc le truc, le deuxième but, bon, c'est une tête corner sur un corner qui n'était pas censé être donné. Le but de Werner, tac, contré, la main, truc, elle passe derrière Mendy. Enfin bref, ils ont poussé comme des barjots. Et Real, chirurgical, bon, ils se sont fait dominer, ils se sont fait exploser. Ils m'ont bien énervé, mais chirurgical après. Et c'est incroyable. La prestation de Vinicius a été horrible. Faut-il le faire reposer pour quelques matchs? Mais après, les amis, vous savez, dans un match comme ça, il faut essayer de prendre en compte les choses et ne pas juger toujours un joueur sans prendre en compte le contexte du moment. Une équipe, elle est là, elle recule. Devant, t'as Benzema, Modric. Benzema, est-ce que Benzema fait un bon match? Non, bon, il marque, mais Benzema aussi. Mais vous vous êtes pas posé la question de pourquoi? Parce que quand on va jouer sur toi et qu'on va balancer, t'as Benzema, Vinicius, entouré de tout Chelsea. Parce que le Real ne se projetait pas trop. Donc forcément, t'as Vinicius face à 2 mecs ou 3 mecs. T'en élimines un, mais t'as toujours l'autre qui couvre. Ou tu... mais c'est volontairement mis en place. Tu peux pas juger, c'est comme Joao Félix, quand t'as tout l'Atlético qui est derrière, lui il est au milieu de nulle part. Tu peux pas dire, oh quel match pourri, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Quand la stratégie du match, elle est de défendre, et d'essayer de trouver le moindre petit espace offensif sur un compte, sur un jeu direct. Tu peux pas juger comme ça, c'est pas possible. Mais ils ont réussi. Parce que Benzema marque, Vinicius fait une passe D. Et la stratégie, c'était quoi? C'était reculer et tenter, sur plusieurs contres, ou sur plusieurs jeux de sortir du rideau de Chelsea, à un moment donné, d'essayer de trouver l'issue. Ils l'ont trouvé une fois, ils ont réussi leur match pour moi. Parce que ça mène à cette qualif derrière. Et tu sais que, devant, ils vont balancer, ils vont se retrouver tout seuls 1000 fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, Vinicius? Là, il se retrouve au milieu de 2 mecs. C'est aussi comme ça qu'on juge un match. C'est pour ça que pour moi, non, il a pas fait un match pourri. Oui, il a perdu beaucoup de ballons, oui, mais la stratégie poussé à ça. Donc la note qu'on lui donnera, bien sûr, la note ne sera pas une note de ouf, malgré que
que décisif sur la passe D. Elle est très belle, la passe D, mais des fois c'est ça, hein. La stratégie ne prend pas en compte la volonté d'avoir pas de gâchis de certains joueurs. Non, ok, t'as plein de gâchis, mais tant qu'on défend bien, c'est ça ce qui compte le plus, et à un moment donné, t'en auras peut-être une. Va être utile et il faudra l'exploiter. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc pour moi, c'est pas une question de le faire reposer, Vinicius. Surtout, il est jeune et tout. Après, Benzema mériterait du repos, mais peut-être dans des matchs, ou peut-être tu le fais sortir plus tôt. Au pire, si tu mènes 2-0 dans une mi-temps en Liga, tu le fais sortir à la mi-temps, pourquoi pas. Bref, on verra, hein. Ils savent ce qu'ils font de toute manière. Voilà les amis, en tout cas, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.